Ce podcast vous est présenté par Sendwave, l'application révolutionnaire pour envoyer de l'argent rapidement, en toute sécurité et à moindre coût. Avec Sendwave, envoyez de l'argent facilement vers le Maroc, le Cameroun, la Tunisie, Madagascar, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali. Sendwave, ici, là-bas, avec vous. Riyad Mahrez très fort. Riyad Mahrez, la tête d'Aboubacar. Oh la main de Sheikha dur. Mohamed Salah, c'est lui qui vous effraie le plus. Et je suis pas fou, il a sifflé la fin du match là. Incroyable. J'ai jamais vu ça. Bienvenue dans Can Stories, le podcast des passionnés du football africain et de sa plus belle compétition, la Coupe d'Afrique des Nations. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, beIN Sport vous fera vivre en intégralité cette édition marocaine qui s'annonce grandiose. Pour entrer dans l'ambiance, nous vous présentons les 24 équipes en lice, leurs surnoms, leur histoire, leur parcours, ainsi que le joueur à suivre. Dans cet épisode, cap sur l'Afrique de l'Ouest, au pays le plus peuplé du continent, le Nigeria. Mais au fait, comment surnomme-t-on cette équipe ? Les Nigérians se faisaient auparavant appeler Green Eagles, les aigles verts. Une référence à la fois à la couleur du drapeau du pays, vert blanc vert, et à son emblème, un aigle. Seulement, en 1986, les joueurs ont fait remarquer, à juste titre, que les aigles verts n'existaient pas dans la réalité. À partir de 1988, les Nigérians décident donc de se faire appeler les Super Eagles. Un surnom devenu connu dans tout le continent et qui incarne puissance et domination. Car l'aigle, ou plus précisément le pigargue vocifère, appelé aussi l'aigle pêcheur d'Afrique, est un grand rapace, reconnaissable à son plumage contrasté. Sa tête, sa poitrine et sa queue sont d'un blanc immaculé, alors que ses ailes et son dos sont brun foncé. Son cri perçant est très caractéristique et en fait un symbole sonore de la savane et des rivières africaines, notamment au Nigeria. Être un Super Eagle, c'est donc porter l'idée d'un football flamboyant, capable de s'élever au-dessus de tous les obstacles. Une formule qui a porté plusieurs fois le pays sur le toit de l'Afrique. Et qu'en est-il de leur histoire à la CAN ? Car oui, les Super Eagles font partie des géants historiques du football africain. En 18 participations, le Nigeria termine 15 fois sur le podium du tournoi continental. Un record. Au final, la sélection a remporté 3 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. En 1980, 1994 et 2013. 3 générations différentes, avec à chaque fois de très grands gardiens comme Vincent Enyama en 2013, mais aussi des joueurs iconiques comme JJ Okocha en 1994 et des buteurs sans pitié comme Sengun Okdekbami en 1980. Le Nigeria a également marqué l'histoire en dehors du continent. Qualifié à 6 reprises pour la Coupe du Monde, il a atteint 3 fois les huitièmes de finale. Mais l'apothéose des Super Eagles intervient en 1996 aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Emmenés par les héros de 1994, Okocha et Kanu, les Nigérians font sensation pendant le tournoi en éliminant le Brésil de Bebeto en demi-finale, 4-3 après prolongation, puis l'Argentine de Hernan Crespo en finale, pour décrocher une incroyable médaille d'or, la première pour une nation africaine. Et maintenant, dans quelles conditions cette sélection se présente-t-elle au tournoi ? Et quel va être son programme ? Pour se qualifier à la CAN 2025, le Nigeria a logiquement dominé son groupe. Victor Osimhen et Ademola Lookman, fer de lance de l'attaque, ont logiquement guidé les Super Eagles. Derrière eux, une armada de talents évoluant dans les plus grands clubs européens complète l'effectif. Samuel Chukwueze, Alex Iwobi ou encore Calvin Bassey, placés dans un groupe normalement à leur portée, les Nigérians coachés par Eric Shell, restés en place malgré la qualification ratée pour la Coupe du Monde nord-américaine en 2026, débuteront face à la Tanzanie le 23 décembre, avant d'affronter la Tunisie le 27 et de conclure contre l'Ouganda le 29. Et alors, quel joueur faudra-t-il suivre de près dans cette équipe ? Victor Osimhen a grandi à Lagos, la tentaculaire capitale du Nigeria, dans des conditions modestes. Sa mère vendait des sachets d'eau pour subvenir aux besoins de la famille, qui l'accompagnait parfois dans la rue. Issu de ce quotidien pénible, il a forgé très tôt une résilience et une détermination hors du commun. L'histoire bascule le jour où les yeux d'Emmanuel Amunike se posent sur Victor. Amunike, légende du football nigérian, auteur d'un doublé en finale de la CAN 1994, est alors sélectionneur des moins de 17 ans, à la recherche de jeunes talents pour bâtir son équipe nationale. Mis à l'essai comme des centaines d'autres gamins,
Osimhen le convainc en quelques minutes. Des années plus tard, son parcours en Europe est fracassant. Après des débuts compliqués à Wolfsburg et Charleroi, Osimhen explose en une saison à Lille, qui n'hésite pas à le lâcher pour près de 80 millions d'euros l'été suivant à Naples. En 2023, il est le grand artisan du Scudetto, le premier remporté en 33 ans par l'ancien club de Maradona. Désormais à Galatasaray, Osimhen incarne aujourd'hui le fer de lance de toute une génération au Nigeria, un joueur puissant, explosif, capable de renverser un match à lui seul grâce à sa vista. Et après l'échec en finale de la dernière CAN face à la Côte d'Ivoire, Osimhen, le vengeur masqué, espère bien monter sur la dernière marche au Maroc. Son pays n'attend que ça. Cap sur l'Afrique de l'Est, au pied du Kilimandjaro, en Tanzanie. Mais au fait, comment surnomme-t-on cette équipe ? Le mont Kilimandjaro est l'une des plus grandes fiertés continentales, puisqu'il constitue le point culminant de l'Afrique. Logique donc que le pays où il se dresse se le soit approprié pour son surnom, puisque la sélection de la Tanzanie aime se faire nommer les Kilimandjaro Stars. Pour être tout à fait juste, ce sobriquet n'est qu'un dérivé de leur vrai surnom, les Taifa Stars, littéralement les étoiles de la nation en Swahili. Chaque sélection est vécue comme une occasion de porter haut les couleurs du drapeau bleu, jaune, vert et noir, un symbole d'unité pour une nation au sein de laquelle cohabitent plus de 120 ethnies. Et qu'en est-il de leur histoire à la CAN ? La Tanzanie n'a pas une longue tradition en Coupe d'Afrique des Nations. Son premier grand moment remonte en 1980 avec une participation sans lendemain. Il a fallu attendre 2019 pour voir les Taifa Stars retrouver le tournoi. Une performance rééditée lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, un retour au meilleur niveau insufflé par la fédération qui a multiplié les efforts pour structurer le football local, notamment grâce à la montée en puissance des clubs phares, les Young Africans et le Simba SC au niveau continental. Autre preuve de cette reconstruction par le cru, la nomination d'un Tanzanien à la tête de la sélection, Hermen Moroko. Et maintenant, dans quelles conditions cette sélection se présente-t-elle au tournoi ? Et quel va être son programme ? Tout s'est joué sur le fil pour la Tanzanie qui a bien failli regarder la CAN 2025 à la télévision. Les Kilimandjaro Stars ont joué une finale pour la seconde place du groupe H, dominé par la RD Congo. La sélection avait rendez-vous avec la Guinée lors d'une ultime journée de la poule et grâce à l'unique réalisation de son buteur, Simon Msuva, la Tanzanie a finalement sorti le Sili national de Serhou Guirassy, à la surprise générale, pour arracher son ticket pour le Maroc. Là-bas, la tâche sera dure dans un groupe C relevé et une entrée en lice face à l'ogre nigérian le 23 décembre. Suivront ensuite l'Ouganda le 27 et la Tunisie pour finir le 30 décembre. Et alors, quel joueur faudra-t-il suivre de près dans cette équipe ? Haji Mnoga n'a pas vu le jour en Tanzanie, mais à plus de 10 000 km au nord, à Portsmouth, où il a été formé et où il a débuté en professionnel en Championship. Il évolue aujourd'hui à Salford City, le club récemment racheté par un certain David Beckham, qui croit fort en son arrière-droit, qui s'est imposé comme un pilier défensif en League 2, l'équivalent de la 4e division anglaise. Né d'un père originaire du Zanzibar, l'île paradisiaque rattachée à la Tanzanie jusqu'en 1964, Mnoga a finalement fait le choix du cœur en représentant les Taifa Stars depuis 2023, alors qu'il avait pourtant porté le maillot des Three Lions avec les U17. Mais face à des Reece James ou Tino Livramento, concurrence de la même génération à son poste, la marche était finalement trop haute. Devenu l'un des symboles de cette jeune génération tanzanienne, il séduit par sa puissance dans les duels et sa rigueur défensive qui sera nécessaire pour son équipe s'il souhaite passer le premier tour au Maroc. Direction le nord du continent africain, entre Méditerranée et désert, pour parler de la Tunisie. Mais au fait, comment surnomme-t-on cette équipe ? C'est donc, encore une fois, le 3e de ce podcast où il est question d'un aigle pour le surnom d'une sélection. Pour la Tunisie, il s'agit des aigles de Carthage. D'abord, pourquoi Carthage ? C'est une référence à l'ancienne cité-État fondée par les Phéniciens il y a plus de 2800 ans, sur l'actuel territoire tunisien, mais aussi au-delà, en Espagne, en Italie et en Corse. Bref, vous l'aurez compris, Carthage a été une puissance majeure de la Méditerranée. Mais cette dernière entre en conflit avec Rome, sa grande rivale, lors des fameuses guerres puniques.
Malgré sa puissance, Carthage finit par être détruite par Rome en 146 avant Jésus-Christ, après un long siège. La ville sera ensuite reconstruite sous domination romaine, devenant l'une des plus riches cités de l'Empire. En y faisant référence, les Tunisiens rappellent la grandeur, la stratégie et la résilience d'une civilisation qui a marqué l'histoire. Quant au majestueux aigle royal, présent dans les montagnes du nord du pays, il est connu pour sa puissance et son envergure impressionnante, pouvant dépasser 2 mètres. Et qu'en est-il de leur histoire à la CAN ? La Coupe d'Afrique des Nations a souvent rimé avec désillusion pour la Tunisie. Finaliste malheureuse à domicile en 1965, puis en 1996, éliminée dès le premier tour de sa propre CAN en 1994, la sélection a longtemps couru après son heure de gloire. Elle finit par l'atteindre en 2004, encore à domicile, effaçant des décennies de frustration. Guidés par Roger Lemaire, vainqueur de l'Euro 2000 avec les Bleus, les Aigles de Carthage s'appuient sur une génération soudée. Mélange de cadres locaux, de binationaux et de naturalisés comme le Brésilien de Sochaux, Santos, meilleur buteur de la compétition. Ce savant mélange permet aux Aigles de franchir un à un les obstacles. Sénégal, Nigeria puis Maroc en finale. Et ce 14 février 2004, dans un stade de Rades en fusion, la Tunisie s'offre son premier et unique sacre continental, conjurant définitivement le sort de ces CAN maudites. Plus de 20 ans après, le pays n'attend que de pouvoir vivre ou revivre de telles émotions, même si la compétition se joue chez le voisin marocain cette année. Et maintenant, dans quelles conditions cette sélection se présente-t-elle au tournoi ? Et quel va être son programme ? Il a fallu 4 mois à la fédération tunisienne pour trouver le successeur de Fawzi Benzarti, qui était difficilement parvenu à envoyer les Aigles de Carthage à la CAN, à la suite d'une campagne de qualification acquise lors de la 5e journée, mais surtout finie à la 2e place du groupe, derrière les Comores. Avec la nomination de Sami Trabelsi, la Tunisie espère mieux, avec cet ancien défenseur qui pèse plus de 80 sélections et qui avait déjà pris la tête de la sélection entre 2011 et 2013. Pour cela, il pourra s'appuyer sur les cadres Montassar Talbi, Eliès Kiri ou encore Ferjani Sassi, mais aussi les pépites montantes Animal Bejbri et Ismail Garbi. La Tunisie sait qu'au Maroc, rien ne sera facile. Elle devra composer avec un groupe relevé qui débutera le 23 décembre face à l'Ouganda, avant le choc attendu contre l'Égypte le 27. La qualification se jouera probablement lors de la dernière journée contre la Tanzanie, le 30 décembre. Et alors, quel joueur faudra-t-il suivre de près dans cette équipe ? Derrière sa crinière bouclée et son regard perçant, Animal Bejbri porte en lui une histoire singulière, celle d'un gamin d'Ivry-sur-Seine, surnommé l'enfant de la banane, en référence au quartier en Arcle de Cercle où il a grandi, et qui a su transformer un talent brut en symbole national. Très tôt, la Tunisie a représenté plus qu'un choix sportif, un héritage, une conviction, un appel du cœur. Alors qu'il est courtisé par la France, Hannibal, un prénom tiré d'un célèbre général carthaginois, Hannibal Barca, qui traversa les Pyrénées et les Alpes au IIIe siècle avant Jésus-Christ pour aller défier Rome, dit oui aux Aigles de Carthage sans hésiter, devenant très jeune l'un des visages les plus attendus du football tunisien. La suite est pourtant semée d'embûches. Recruté par Manchester United pour près de 10 millions d'euros à seulement 16 ans, Mejbri porte soudain un fardeau immense. Entre les attentes démesurées en sélection et un temps de jeu irrégulier en club, son adaptation est difficile. Intronisé un peu trop vite chez les Aigles, sans repère ni continuité, il peine à exprimer sa palette technique. Mais en 2024, sa trajectoire change. Transféré définitivement à Burnley, promu en Première Ligue, Mejbri trouve enfin ce qui lui manquait, de la stabilité. Titulaire régulier, plus libre, plus sûr de lui, il devient le joueur que tout le monde attendait. À 22 ans, Mejbri a éclos, prêt désormais à endosser le rôle de leader créatif que toute une nation espère voir briller à la CAN 2025. Direction l'Ouganda, pays de collines, de forêts et de nature sauvage, que l'on surnomme la perle de l'Afrique. Mais au fait, comment surnomme-t-on cette équipe ? La sélection ougandaise se fait surnommer les Cranes, autrement dit la grue royale en français, l'oiseau national et figure centrale du drapeau ougandais. Son long cou élancé, sa couronne dorée de plumes qui lui donne un air de noblesse et sa démarche gracieuse en font un emblème d'élégance.
Sur le plan symbolique, la grue royale représente aussi la paix, la grâce et la vigilance, des valeurs profondément ancrées dans la culture ougandaise. Toujours droite, toujours en mouvement, elle incarne l'espoir d'un pays qui s'est relevé de périodes troublées pour se tourner vers la stabilité et l'unité. Et qu'en est-il de leur histoire à la CAN ? L'Ouganda est l'une des plus anciennes nations du football en Afrique. Présentée dès les premières éditions de la CAN, la sélection connaît son âge d'or en 1978, où elle atteint la finale au Ghana. Pourtant, ce sacre a été vécu dans un contexte singulier. Le dictateur Idi Amin Dada, alors à la tête du pays, s'impliquait directement dans le quotidien de l'équipe nationale. Il interrompait les entraînements pour distribuer des liasses de dollars, encourager les joueurs à s'améliorer, donner ses tactiques, et parfois même apparaissait dans les vestiaires pour les galvaniser. S'ensuit une longue traversée du désert, près de 40 ans d'absence sur la scène continentale. Lors de l'édition 2017, l'Ouganda est enfin de retour, avant d'atteindre les 8e de finale en 2019, son dernier fait d'armes. Et maintenant, dans quelles conditions cette sélection se présente-t-elle au tournoi ? Et quel va être son programme ? L'Ouganda s'est qualifié pour la CAN 2025 en terminant 2e du groupe K, derrière l'Afrique du Sud. Sous la houlette du sélectionneur belge Paul Putt, finaliste avec le Burkina Faso en 2013, l'équipe a affiché solidité et régularité, finissant à une courte distance des Bafana Bafana et validant assez facilement son retour parmi les qualifiés pour le tournoi marocain. Dans le groupe C, les Cranes aborderont le statut d'outsider avec un premier affrontement face à la Tunisie le 23 décembre, puis la Tanzanie qu'il faudra absolument battre le 27, avant d'espérer un résultat pour se qualifier face au Nigeria le 30 décembre. Et alors, quel joueur faudra-t-il suivre de près dans cette équipe ? Khalid Ocho, milieu de terrain, est bien plus qu'un simple titulaire pour les Cranes. Son histoire personnelle, forgée dans la douleur, donne à son jeu une profondeur rare. Orphelin depuis l'enfance, Ocho a grandi à Jinja, sur les rives du lac Victoria, oscillant entre difficultés financières et rêves de football. Déterminé à donner un sens à sa vie par le sport, sur le terrain, ce gaucher est apprécié par sa technique soignée, sa vision de jeu, sa capacité à protéger le ballon et à distribuer en profondeur. Alors qu'il sera capitaine au Maroc à 32 ans, Ocho a connu la résurgence des Cranes en 2017 et 2019 et compte bien relancer une nouvelle fois l'Ouganda en 2025.